se battre au sein même du gouvernement pour préserver le budget de la culture étant le socle de l'identité, étant, disons, la semence qui nous permet d'être ce que nous sommes ici en Amérique du Nord. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Tapis Blanc. Tapis Blanc, c'est une émission consacrée aux élus. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un élu. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élu à la retraite. Cependant, il a beaucoup de choses à nous partager. Il s'appelle Monsieur Maka Koto, c'est un homme des lettres, un acteur, un comédien, un metteur en scène, une personnalité engagée depuis son enfance. Bonjour Maka. Bonjour Florent. Alors Maka, comment ça va aujourd'hui et comment ça va à cette belle retraite? Ben, comme on dit en Éthiopie, les anciens, ils répondent à cette question, je te vois. Donc, ça veut dire que je suis vivant, tu es vivant. Donc, c'est un jour de plus qui s'inscrit dans notre destinée. Et c'est l'essentiel. La santé est là. Et pour moi, c'est l'essentiel. En 2012, lorsque vous êtes nommé ministre de la Culture et de la Communication, vous êtes le premier noir à être nommé à ce poste-là. Où étiez-vous à ce moment-là? Vous étiez avec qui? Et quelles ont été vos premières réactions? Est-ce que vous avez des appréhensions? En fait, c'est un processus qui est assez confidentiel parce que je n'avais aucune idée au moment où Madame Pauline Marois m'a demandé de me retrouver à un lieu bien précis autour de la bâtisse de l'Assemblée nationale. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait me confier comme tâche. Mais déjà, au préalable, avec mon élection à titre de député, c'était déjà largement satisfaisant parce que quand on s'implique en politique, c'est pour prendre soin des gens, prendre soin du monde, et c'est le travail le plus gratifiant quand on s'occupe des familles, des jeunes, des nouveaux arrivants qui ont des problèmes d'intégration ou d'orientation relativement au labyrinthe administratif. Oui, c'est ça qui est gratifiant parce que quand ils voient leur dossier réglé, ils repartent avec un large sourire et c'est ce que je retiens davantage dans le travail que j'ai pu abattre à titre de député à l'Assemblée nationale. Ministre, c'est certes très important, mais c'est une charge lourde, une lourde responsabilité, doublée du fait que je sois né ailleurs. C'est la toute première fois qu'un élu né ailleurs qu'au Québec et au Canada occupait ce poste-là. Et donc ça venait un peu compliquer ma trajectoire, compte tenu du fait que je n'avais pas du tout l'intention de m'inscrire dans le laisser-aller, considérant que toute erreur de ma part n'aurait pas seulement affecté Maka Koto, mais elle aurait affecté toutes celles et ceux comme moi qui viennent d'ailleurs, parce que les amalgames, c'est très courant, quel que soit le milieu. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes satisfait de votre trajectoire en tant que ministre? Satisfait relativement au travail qui a été abattu, oui, bien sûr.
Nous avions un gouvernement minoritaire, évidemment, et nous avions à gérer, on est en 2012, un déficit structurel de près de 5 milliards de dollars, donc ce qui appelle à des coupures drastiques dans chaque ministère. Et pour ma part, considérant que le ministère de la Culture était déjà, disons, moins bien servi que d'autres ministères, et pour cause, la santé prend près de la moitié du budget de l'État, ensuite suit l'éducation, ensuite vient le paiement des intérêts sur la dette que le Québec contracte auprès des institutions internationales pour financer les programmes. Et puis, les autres ministères viennent ramasser les miettes. Donc, il a fallu se battre au sein même du gouvernement pour préserver le budget de la culture étant le socle de l'identité, étant disons, la semence qui nous permet d'être ce que nous sommes ici en Amérique du Nord. Est-ce que vous auriez voulu avoir un autre ministère? Symboliquement, confier le ministère de la Culture à quelqu'un qui est né en dehors du Québec, ça revenait à confier à cet individu, en l'occurrence moi, le ministère qui articulait l'identité québécoise. Ça demandait beaucoup de courage de la part de Madame Marois de faire cela parce que on a vu ci et là, c'était pas généralisé. Des bien-pensants des quartiers UP de Montréal qui comprenaient pas qu'on donne, qu'on confie un tel ministère à entre guillemets un métèque. Mais c'est leur problème, c'était pas le mien. Moi, je m'étais engagé à ce moment-là à remplir, parce que mon mandat était clair, et donc à remplir ce mandat avec l'idée de réussir. Et je pense que j'ai pas fait de gaffe, avec du recul. Au contraire, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une équipe magnifique au cabinet. Et puis, j'ai eu le privilège d'avoir une sous-ministre qui était une amoureuse des arts et des lettres également. Et ça nous permettait de travailler en harmonie, à regarder dans la même direction pour atteindre les mêmes objectifs. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certains ministères. Parfois, le ministre est confronté à la machine, en l'occurrence à l'équipe de la sous-ministre ou du sous-ministre, et ça se passe pas toujours bien. Mais là, c'était l'harmonie totale du début jusqu'à la fin. Vous direz que quelle a été votre marque finale? Ma marque finale, en fait, elle s'inscrivait d'entrée de jeu. Je suis un artiste, je venais du milieu culturel et artistique. Et donc, j'avais pas besoin qu'on m'explique les enjeux, je les connaissais. Et j'avais également, disons, l'argumentaire indispensable pour convaincre mes collègues au Conseil des ministres, pour pas qu'on touche au budget de la culture, par exemple. J'ai eu le souci, dans ce sens-là, de Madame Marois elle-même, et aussi l'appui du président du Conseil du Trésor de l'époque et du ministre des Finances. Et ma posture a toujours été une posture de convivialité d'entre gens, et j'ai jamais été, disons, dans une posture qui m'aurait fermé les portes relativement aux appuis que je demandais dans le cadre des débats, des délibérations au Conseil des ministres. Super. Pour celui qui prend aujourd'hui cette émission en cours et qui ne vous connaît vraiment pas, oui. Très brièvement, que direz-vous de vous-même professionnellement et peut-être socialement? Assez brièvement. C'est une question qui me ramène à mes origines, en fait. Je suis né en Afrique, dans une famille modeste, disons-le. Et j'ai été éduqué, certes, dans le sérail traditionnel, mystique, qui m'a connecté avec l'immatériel, déjà, d'entrée de jeu.
Et puis par la suite, je suis, quand je me connectais avec l'immatériel, on est dans la spiritualité africaine. Et puis par la suite, je me suis retrouvé au secondaire dans un pensionnat de jésuites français. Et là, j'ai embrassé toute la culture française et européenne, évidemment, mais sans pour autant me déconnecter de mes racines à moi, parce que nous avions la chance d'avoir des éducateurs, des curés, des jésuites français, caucasiens, qui nous encourageaient à explorer, à exploiter notre propre patrimoine culturel au Cameroun. Donc, je m'inscris dans une sorte de syncrétisme culturel qui est un mélange, ou ici on peut dire une courte pointe, qui est un mélange d'influences culturelles africaines, camerounaises, européennes et depuis une trentaine d'années nord-américaines et particulièrement québécoises. Vous êtes parti du Cameroun, passé par la France, et aujourd'hui, on se retrouve au Canada. D'où certainement votre dernière biographie qui a été écrite par Serge Geoffrion, et bien sûr au titre « Des racines, des fleurs et des fruits ». Est-ce que vous avez participé à ça, et votre parcours est en rapport aussi à cette biographie-là? Que direz-vous? Oui, en fait, le travail de Serge consistait à procéder exactement comme vous procédez, là, à me poser des questions et moi à y répondre. Et considérant qu'il a travaillé avec moi pendant 14 ans, mes 14 années en politique active, il avait amassé beaucoup de données aussi sur moi, à mon insu. Et il avait également établi des liens avec mes amis d'enfance, ma famille, tout le monde, avec toujours cette idée d'écrire sur ce parcours qu'il trouvait atypique. Il se considérait que lui, caucasien du Québec, s'imaginait mal se retrouvant en Afrique, s'intégrant et devenant un jour ministre de la Culture. Donc, ça l'intriguait beaucoup. Et en même temps, il trouvait là un filon intéressant pour partager son témoignage avec la communauté. Il a été lui-même député par la suite, et c'est en 2004 que nous nous sommes rencontrés, quand il est venu me donner un coup de main durant ma campagne au fédéral. Et on est resté, on a connecté, c'est un jumeau caucasien, et on s'est compris, et on a développé une amitié qui frise la fratrie. C'est ça. Oui. Quels sont les relents de vos liens avec, bien sûr, ce livre, à savoir des racines, des fleurs et des fruits, et les racines étant le Cameroun, des fleurs en France et des fruits. Est-ce que les liens sont toujours aussi forts au point où, si je vais extrapoler, considérez-vous peut-être, si on vous appelle aujourd'hui, Monsieur Koto, voulez-vous venir être ministre au Cameroun? Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. On m'a posé cette question, j'étais au Maroc la semaine dernière, il y a un journaliste camerounais qui m'a posé cette question. Je lui ai dit, maintenant que je suis à la retraite, si on me pose la question à savoir si j'ai envie de servir en Afrique, pas nécessairement à l'avant-plan, mais comme, je sais pas moi, dans l'ombre, comme conseiller ou autre, je suis partant, quel que soit le pays d'ailleurs. Il serait bon de partager l'expérience de façon tangible et aussi développer le sentiment d'avoir redonné aux racines en quelque sorte. Mais c'est jamais arrivé. Ben, il n'est jamais trop tard. Nous sommes très suivis, et je pense en haut lieu aussi au Cameroun, fait que c'est jamais. Lorsqu'on sait que vous êtes un poète, un artiste dans l'âme, que vous êtes quelqu'un de très engagé, et bien sûr avec tous les films dans lesquels vous avez participé, que vous avez mis en scène,
quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui pousse un poète à se lancer en politique? Bonne question. Quand nous étions au pensionnat chez les jésuites français, à Douala, au Cameroun, au collège Liberman, nous débattions beaucoup, pas seulement des enjeux en lien avec la religion, parce que on confrontait beaucoup nos éducateurs relativement à la religion catholique et de son passif négatif relativement à la colonisation et l'esclavage, gentiment bien sûr. Mais nous débattions également des enjeux sociopolitiques. À l'époque, c'était le président Amadou Ahidjo qui était au pouvoir, et on sait comment des gens qui s'opposaient à son régime ont fini. C'était soit la prison, soit 6 pieds sous terre. Et nous étions au courant de ça, nous suivions cela. Donc, en nous, il est né ce sentiment de colère, de frustration même, quant à la réalité sociopolitique du Cameroun à l'époque. Et c'est resté. On a, au fil de nos échanges, nos débats, nos discussions, développé à notre insu ce goût de l'implication, ce goût du militantisme, ce qui fait que je donne je vous fais part d'un souvenir au collège. Parfois, on faisait le mur la nuit pour aller distribuer des tracts dans des quartiers afin de dénoncer la tyrannie, le népotisme de Amadou Ahidjo. Et on était parfois coursé par la police, évidemment. Je courais très vite, ce qui fait que j'ai pas l'air comme ça, mais j'étais en grosse partie au collège. C'était excitant et dangereux, évidemment, mais tout cela participait à cette culture qui générait chez nous une conscience sociale et politique. Mais j'ai jamais voulu justement m'impliquer en politique, considérant mes références locales, ça ne m'attirait pas du tout. Par contre, c'est ce qui intéressait mon père. Mon père, dans un élan cathartique, souhaitait me voir grand administrateur de l'État ou ambassadeur de son pays. Et non, au collège, au pensionnat, nous avions l'opportunité de pratiquer les arts, le théâtre, la poésie, la musique, la danse. Et à la fin de chaque année, on présentait des spectacles en guise de soirée culturelle où des parents étaient invités pour voir ce que je faisais personnellement était toujours en lien avec un sujet politique. À l'époque, on se souvient de la guerre en Angola, on se souvient de Steve Biko, on se souvient de Mandela. Tout ça était, enfin, toute l'offre de spectacle dans laquelle je m'impliquais était teintée de la chose politique. Mais mon père venait jamais me voir au collège parce que pour lui, devenir artiste, c'est du gaspillage. Et à sa décharge, les artistes n'avaient pas de statut au Cameroun à l'époque. Hein? C'est donc qui disait artiste disait chômeur potentiel. Donc quand je me suis retrouvé en France pour passer mon baccalauréat, il avait été entendu entre lui et moi que j'allais faire des études sérieuses. C'est pourquoi j'ai passé 2 années à étudier le droit et les sciences politiques, et ça ne me branchait absolument pas, parce que j'étais sur son rêve à lui, c'était pas sur mon rêve à moi. Moi, je voulais devenir artiste. Et un jour, un matin soudain, j'ai décidé de l'affronter. J'ai dit, papa, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais devenir un acteur de cinéma et je vais devenir un réalisateur. Et, vous lui avez dit ça comme ça? Oui. Et comme il était mon seul soutien financier, vous savez comment ça se passe, il m'a coupé les vivres pendant 2 ans. Et j'ai galéré pendant 2 ans. Mais j'ai tenu. J'ai plié, mais j'ai pas cassé. Et je suis allé jusqu'au bout de mon rêve. Et quand les premières productions dans lesquelles j'étais engagé ont commencé à être diffusées, la nouvelle
est parti, il s'est rendu jusqu'en Afrique et au Cameroun. Et c'est là qu'il a appris que c'est du sérieux, les arts. Donc, on s'est réconcilié à ce moment-là. Et il était très fier. Donc, il est juste... Il a remis de l'argent à votre disposition. Non, non, pas du tout, parce que j'étais autonome. Okay. Je tournais dans des films et je me prenais en charge financièrement, personne. On va arriver à votre filmographie tout à l'heure, mais avant, comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes un militantiste, un indépendantiste, un homme avec une conscience politique sociale qui a besoin de liberté. Et ceci nous ramène à la politique québécoise. Lorsque vous arrivez, donc vous êtes dans le Parti libéral, Oui. Ensuite vous êtes dans le Bloc québécois, Ça. et où vous êtes nommé ministre. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, au regard de l'actualité, quelle est votre position sur la question de l'indépendance du Québec? L'indépendance du Québec, c'est un rêve. Tous les peuples qui rêvent d'indépendance le font avec passion, évidemment. Le Québec, on connaît son parcours au sein de la Confédération canadienne, la confédération mal nommée, parce que dans une confédération, on a affaire à des États autonomes, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et la nécessité de l'indépendance pour laquelle j'ai milité pendant 14 années, de façon active, reposait sur le fait que si au Québec on ne prenait pas notre destin collectif en main, il y aurait des risques d'effacement culturel et linguistique. Parce que nous sommes, comme vous le savez, 2% de parlants français en Amérique. C'est pas le Canada qui menace l'avenir du Québec, c'est le grand voisin américain avec son offre culturelle massive. Aujourd'hui, affectée des GAFAM et demain de l'intelligence artificielle, qui sont en termes de contenu très états-uniens. Et si on se laisse aller, ça prendra quelques générations pour voir disparaître. On le voit aujourd'hui. En 2016, il y avait 52% de parlants français à Montréal. Aujourd'hui, il y en a 48%. Et la tendance est à la baisse. Le recul du français et du fait français est donc un enjeu important. Tout repose là-dessus, relativement à mon engagement par rapport à l'indépendance. Mais la réalité étant ce qu'elle est, on l'a vu, la cause, elle est adoubée par une trentaine de pourcentages d'individus au Québec. Et étant donné que il y a des divisions au sein même du mouvement souverainiste entre le Parti québécois et Québec solidaire, c'est pas nouveau. Je ne vois pas comment cela sera possible. Je pense que c'est un rêve inatteignable. On ne gagne pas dans la division. Et les deux partis, à la lumière de ce que j'ai vécu, sont campés dans leur position idéologique. Chez Québec solidaire, il faut que ce soit dans une perspective, le projet s'inscrive dans une perspective du tout à gauche. Et au Parti québécois, on est plus nuancé, on tente de concilier l'aile gauche et l'aile droite, ce qui n'a pas toujours été chose facile. Et comme ces deux partis s'inscrivent dans le paysage politique comme des partis aspirant à gouverner, il est fort à parier que une fois au pouvoir, ils prendront des décisions qui ne vont pas toujours plaire à tout le monde. Et quand, par exemple, je sais pas moi, une décision ne plaît pas à tel ou tel syndicat, ben ça vient de perdre du monde. C'est donc une diversité d'enjeux ou d'obstacles, dirais-je, qui font que, avec du recul, la lecture que je fais de ce rêve entre guillemets est plutôt pessimiste. Qu'est-ce qui a causé cette rupture-là? En fait, quand je suis arrivé au Québec, mon cercle d'amis était composé
de gens plus enclins à appuyer le Parti libéral. C'est pourquoi, à juste titre, je marchais main dans la main avec eux. L'image que projetait à l'époque, au tout début de ma présence ici en Amérique du Nord, l'image que projetait le Parti québécois, en particulier le mouvement nationaliste en général, correspondait davantage à quelque chose qui était comparé au Front National en France. En ce sens que, c'est pas dans le discours, c'est dans l'apparence. Il n'y avait pas de diversité au sein de ce parti, et il était facile de se dire à ce moment-là que la diversité n'était pas la bienvenue. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tenu à distance, mais des rencontres par la suite avec Pierre Falardeau, Julien Poulin, qui sont respectivement réalisateurs et comédiens, m'ont permis, au fil de nos échanges, de réaliser la complexité de la situation, qui n'était pas à comparer avec celle de la France. Et c'est ce qui m'a amené à aller voir, par mes propres yeux, dans les rangs du Parti québécois. Et j'ai été surpris par le fait que le regard extérieur que j'y posais par le passé ne concordait pas avec la réalité. Et c'est ça qui m'a amené, d'une part, à endosser le combat pour la sauvegarde du français, pour sa promotion, parce que c'est une langue que nous avons en partage, quels que soient nos passifs historiques, on se retrouve là. Et aussi cette injustice constitutionnelle, parce que le rapatriement unilatéral de la Constitution de 1982 est un couac dans les relations entre le Québec et le reste du Canada. Le Québec n'a pas approuvé ce rapatriement unilatéral, on s'en souvient. On se souvient de la nuit des longs couteaux, ce qui s'est passé. Et le sentiment d'injustice m'a motivé à m'inscrire dans le mouvement indépendantiste. Et pour Madame Anglade, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de l'acceptation d'une femme comme chef de parti, ou alors l'échec de l'acceptation d'une personne issue des minorités à la tête d'un parti? Ou peut-on dire que le Québec ou le Canada, mettons, le Québec n'est pas prêt à avoir une femme leader? Une femme leader, Pauline Marois l'a été, mais pour des raisons qu'on connaît, sous notre gouvernement, nous avons fait quelques erreurs en termes de communication, en ce qui touche notamment la laïcité. Ça nous a coûté très cher. Le but était pourtant louable, parce que l'objectif était de préserver la cohésion sociale et aussi tenir à distance les dérives religieuses relativement aux politiques. Mais elle a assuré en tant que première ministre. Quand on se réfère aux origines de Dominique Anglade, je pense pas. Non, il y a une ouverture. Dominique Anglade, quand elle est arrivée, il y avait un enthousiasme. Mais si vous vous rappelez, il y a eu de la part du Parti libéral, c'est mon humble analyse, il y a eu des flottements quant à la loi 96, pardon, la loi dont l'ambition était de revamper la loi 101, la protection et la promotion de la langue française. Il y a eu des flottements dans leur positionnement, et aussi, je pense que du côté des anglophones qui sont toujours majoritairement derrière le Parti libéral, il y a eu un schisme. Et je pense qu'il faut voir plutôt du côté des raisons endogènes dans la gestion des dossiers, dans la communication,
plutôt que dans les origines de Madame Anglade. Ce n'est pas, c'est dommage parce que c'est une femme talentueuse et mais c'est pas facile la politique, c'est pas simple la politique. On n'a pas droit à l'erreur et quand on en fait des erreurs, ben c'est ce qu'on a vécu là au Parti libéral, on l'a vécu au Parti québécois aussi. Hein? On sait tout ce qui s'est passé relativement à des contestations de leadership quand on essuyait des échecs. C'est ça. Oui, vous dites que c'est pas facile la politique. Je rebondis là-dessus. J'ouvre une toute petite parenthèse que je vais refermer. Sans comparer cela à l'ère d'Obama, nous avons fait une petite enquête dans les communautés culturelles, dans les diasporas, et il en ressortait que la diaspora attendait beaucoup de vous. Les communautés attendaient beaucoup de vous. Et ben, il semblait en ressorti qu'il trouvait, la diaspora, elle trouvait que vous étiez un tout petit peu distant. Quel pourrait être votre commentaire là-dessus? Oui, j'ai entendu ces critiques sur le terrain à l'occasion. Ce qu'il faut regarder, c'est la base de mon implication dans la société à laquelle on appartient. Je m'inscris davantage dans cette société comme citoyen et pas comme un membre d'une communauté quelconque. Et le service public, je l'ai mené en traitant tout le monde sur le même pied d'égalité, en y investissant les énergies nécessaires pour régler les problèmes en immigration avec des gens qui sont nés ailleurs, pour régler les problèmes de chômage pour des autochtones ou plutôt des Québécois entre guillemets nés ici. Je faisais mon métier avec passion, sans discrimination. Le communautarisme, pour moi, est un obstacle à l'intégration, au foyer commun. Le foyer commun étant le foyer de partage de valeurs, de langues, etc. Donc, je n'ai pas discriminé dans l'exercice de mon métier. Et ce communautarisme me ramène aussi, Pavlov oblige, au tribalisme en Afrique. Pourquoi est-ce que les gens vivent en silo? Il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Haïtiens, il y a des... Bref, moi je rentre pas là-dedans. Comment je me définis à ce moment-là? Est-ce que si d'aventure j'avais investi énormément d'énergie pour aider les Camerounais, comment est-ce que j'aurais été jugé par des Haïtiens ou par des Sénégalais? C'est tout ça. Et moi, je tiens à ce qu'on me juge sur mon implication citoyenne plutôt que communautaire au sens ethnique du terme. On sait votre verve lorsque vous êtes à l'Assemblée. Lors de l'une de vos interventions, vous aviez dit le Québec de tous les possibles. Quel en était le sens? Et est-ce que c'est encore réel aujourd'hui? Au regard, bien sûr, de ce qui se passe. Oui, ben, c'est le Québec de la créativité, de l'innovation et de l'expression des talents, quelles que soient nos origines. Quand on se tourne vers l'aérospatial, on voit tous les talents qui s'y inscrivent, venus de tous les coins du monde. Quand on voit du côté des sciences, de la recherche fondamentale ou appliquée, il y a là une flopée de gens qui sont nés ailleurs ou qui descendent de gens qui sont nés ailleurs. Le talent, c'est ça. Et quand on identifie son talent, et qu'on l'exploite de façon optimale, il n'y a pas d'obstacle. On le reconnaît, et c'est ça que j'ai apprécié quand je suis arrivé en 89 pour le tournage du film de Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Ce que les gens ont apprécié de moi, c'est pas que je sois africain ou autre, non, c'est ce que j'apportais
C'est ma contribution positive aux projets dans lesquels j'étais impliqué. La reconnaissance du talent. Et c'est cela qui m'amène à penser que quand on a du talent, quel que soit le domaine d'expertise ou d'activité, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Cependant, si je m'appuyais rapidement pour ma prochaine question sur les dires de l'ancien ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, qui disait dernièrement que les étrangers ou alors les Africains ne s'intégraient pas, n'apprenaient pas le français et tout. Non, je pense que les excuses de M. Boulet étaient sincères à l'effet qu'il avait il avait dérapé quelque part. Je pense qu'il est parti dans le cadre d'un débat politique sur une faille inspirée d'un préjugé qui date déjà, parce que les chiffres statistiquement ont évolué. Les nouveaux arrivants à Montréal, parce qu'on parlait de Montréal, où 80% des nouveaux arrivants s'installent, en considérant les couronnes, évidemment, parce qu'à Montréal même, c'est à peu près 56%. Et les nouveaux arrivants s'installent là parce qu'ils ont des réseaux, ils ont des liens avec leurs semblables. Et dire qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne s'intègrent pas, était une grossière erreur. Mais il s'en est excusé. Moi, j'ai pris ses excuses parce qu'il a dit que ça ne reflétait pas sa pensée fondamentale. Des erreurs comme ça peuvent arriver à n'importe qui. Et donc, je regarde toujours, j'ai pour principe de toujours regarder le bon côté des choses dans la vie. Et le gouvernement auquel il appartient est le premier gouvernement dans l'histoire du Québec, par exemple, à créer un ministère spécifiquement contre le racisme. Contre le racisme. Et aussi à mettre sur pied un prix annuel qui est accordé à des organismes ou à des individus qui se battent de façon concrète contre le racisme. On n'est pas dans des discours ou des théories. On est dans du concret, on est dans du tangible. Et donc, pour moi, il faut regarder le bon côté des choses. La lutte contre le racisme est un combat perpétuel. Et je dis cela parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce le racisme, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en fait des constats d'horreur. Si on ne peut pas en finir avec le tribalisme en Afrique, quels que soient les efforts qu'on investit dans la lutte contre le tribalisme, c'est de même aussi avec le racisme. Donc, c'est un combat permanent. Et il faut, à cet effet, toujours valoriser l'éducation, la culture, parce que ce sont les deux piliers qui nous permettront à moyen long terme de nous retrouver, de nous connaître et de nous reconnaître. Croyez-vous que le racisme systémique existe vraiment? Avez-vous jamais vécu du racisme? C'est arrivé à l'occasion, mais c'est avec des ignorants. Et c'est pas mon problème. Moi, je m'inscris pas dans le paysage comme une victime. Quand je rencontre quelqu'un qui a un esprit, disons, tordu, je me plains davantage pour cette personne qui pourrait avoir des postures de rejet à mon endroit. Mais ça ne me touche pas parce que je fais juste le constat que la personne soit n'est pas éduquée, soit vit avec des dogmes, disons, qui pénalisent son propre épanouissement. Se réveiller chaque matin en détestant l'autre, c'est une grosse perte d'énergie. Moi, j'ai pas ce problème. Moi, j'aime tout le monde. Parlant bien sûr d'amour, à la maison, vous êtes avec votre épouse, vous avez elle était engagée en politique et vous aussi. Comment était l'ambiance?
Ah ouais. Dans la biographie de Serge Frion, les enfants en témoignent parce que nos soirées et nos soupers étaient toujours empreints d'échanges en lien avec les enjeux politiques, les enjeux sociaux, économiques. Et les enfants, avec recul, considèrent qu'ils ont beaucoup appris entre comment dire, avec les deux parents, et que ça a généré chez eux, disons, un intérêt pour la chose, pas jusqu'à aller un jour s'impliquer activement comme nous l'avons fait. Donc on débattait librement de tout. C'est la famille. Dans la famille, on est véritablement en démocratie parce que Caroline, ma conjointe, et moi, nous ressemblons pas sur plein d'aspects. Notamment, moi, je suis de centre-gauche, Caroline est de centre-droit. Mais dans les échanges que nous avons, dans les débats que nous avons, nous sommes toujours arrivés à trouver un terrain d'entente. Ça n'a jamais causé une mauvaise nuit Non, ça fait 17 ans que ça dure, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Et je pense, à notre insu, nous avons développé de l'écoute et aussi appris à articuler nos arguments, parce qu'on ne peut pas imposer le point de vue, il faut amener des arguments pour convaincre, faire la démonstration que tu as tort ou que j'ai tort, c'est ça l'objectif, mais sur une base argumentaire. Et c'est ce que je dirais en gros, il n'y a jamais eu de clash, donc je souhaite ça à tout le monde. Alors, mon avant-dernière question serait de savoir, on connaît votre grand art et votre personnalité mondiale en ce qui concerne, bien sûr, le monde littéraire et le monde culturel. On aimerait savoir de tous les films, je pense qu'il y a une quarantaine de films dans lesquels vous avez joué, quel est celui qui vous a le plus marqué et pourquoi? Ah ben c'est Lumumba de Raoul Peck. Sans rien enlever aux autres films, c'est Lumumba de Raoul Peck où j'incarnais le rôle du président Kasavubu, le premier président du Congo. Et on était dans l'histoire parce que Raoul, il faut le rappeler, est non seulement un réalisateur rigoureux, sérieux, mais c'est aussi, sans en avoir une formation réel, un historien. Et quand il a abordé son projet Lumumba, c'était pas évident au départ parce qu'il a mis du temps à amasser des données, des documents. Il était enfant au Congo, son père était enseignant là-bas. Quand les événements entourant Lumumba sont arrivés, il s'était promis un jour de faire ce film et de l'inscrire au cinéma. C'est ce qu'il a fait avec Doigté et c'est pas une fiction, Lumumba. Et le tournage a été très émouvant. On a tourné au Zimbabwe parce qu'on ne pouvait pas aller tourner au Congo, au Mozambique également, et puis en Belgique. On a revisité le parcours de cet homme admirable et un parcours qui est comparable à celui de celles et ceux des indépendantistes africains qui sont battus pour la liberté, pour la libération de l'Afrique. Les Kwame Nkrumah de ce monde, les Steve Biko. C'est ce film-là. Pour cette dimension historique, c'est ce film. Je dirais c'est le film qui m'a le plus marqué. On comprend et on remarque qu'à travers vos actions quotidiennes, quel que soit ce que vous fassiez, l'influence de l'élan cathartique de vos parents ou de votre papa est toujours là et ça vous accompagne. On sait que la Coupe du Monde bat son plein. Okay. Vous êtes d'origine camerounaise et vous êtes canadien et de vos deux pays, autant de souches que d'adoption, sont des compétiteurs. Pour qui bat votre cœur?
Ben, je dirais que le meilleur gagne, comme ça, à brûle pour point. Mais je vous confierai également que moi, je boycotte cette Coupe du Monde à cause de tous les drames qui se sont passés en amont. Dans le cadre de la construction des stades et tout ça, avec des milliers de victimes, ce qui nous est rapporté par Amnesty International, des milliers de victimes thaïlandaises, indiennes ou autres, et c'est un drame passé sous silence, et ça me frustre un peu. C'est ça. Je respecte cependant les postures des uns et des autres quant à la suite des choses. Voilà un message fort à la communauté. Selon vous, quel est le plus gros enjeu, quel est le plus gros problème quelle pourrait être la solution? Donc, en un mot, au sorti de cela, votre message fort à tous ceux qui nous regardent. Mais il faut s'inscrire davantage dans la citoyenneté, se délester de cette posture communautariste qui nous enferme dans un développement en silo, qui est une forme d'apartheid, vivre les uns les autres entre eux sans bâtir les ponts ou les passerelles, ça ne participe pas à l'architecture d'une société qui veut vivre ensemble. Donc, on peut parler de convergence culturelle, on peut parler d'interculturalisme et autres, mais il est fondamental de valider le fait qu'il y a un tronc commun auquel on peut s'inscrire et pour ses valeurs, pour sa langue, et voilà. Pour ceux qui aimeraient se lancer en politique, est-ce que vous auriez un mot ou pas du tout? Ben, il faut savoir pourquoi vous y allez. Si vous n'avez pas de raisons importantes pour y aller, n'y allez pas. C'est important parce que si vous y allez juste sur une pulsion ou un ressenti égomaniaque, c'est-à-dire vous valorisez vous-même, non, ça ne vous ferait pas long feu. Il faut avoir à l'esprit une cause, une raison qui vous pousse à y aller. C'est le seul conseil que je peux donner. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous espérons que cette rencontre avec le premier noir élu député en 2008, le premier noir nommé ministre de la Culture et des Communications en 2012, une figure emblématique de la diversité culturelle ici au Canada, en la personne de M. Makakoto, vous a été d'une grande utilité et que vous avez sûrement eu certaines réponses à vos questions et nous espérons bien sûr vous revoir très prochainement. Quelle est votre... M. Maka, quelle est votre prochaine actualité si on veut vous retrouver, si on veut rester connecté? Je retrouve mes premières amours, c'est-à-dire les arts. Et il y a une production qui est en diffusion en ce moment sur Illico, c'est La Faille saison 3, où j'incarne un moine. Et puis j'ai tourné Les Bombes, qui est une comédie qui va être diffusée cet hiver, probablement courant février-mars. Et je tourne actuellement La Candidate, qui est une série traitant d'enjeux politiques, disons ça comme ça. Et puis il y a deux autres projets dont je ne peux pas parler parce que j'ai signé un engagement de confidentialité qui va se lever juste au printemps. On dirait donc que votre retraite est aussi effrénée que votre parcours politique. On va vous souhaiter beaucoup de santé, une très très bonne chance et peut-être au plaisir de se retrouver au travers d'une activité. Merci infiniment du temps accordé à Diaspora Interaction, le média de la diversité, et au plaisir de se parler. Bonne merci. Journée. Merci. Bye bye. Bonjour, je tiens à dire un grand merci à M. Makakoto qui est un pionnier pour la communauté africaine ici au Canada sur le plan de la politique. Un grand merci à lui d'avoir ouvert le chemin pour nous les jeunes qui sont en arrière.
Aussi, nous espérons que M. Makakoto puisse nous accompagner, tous les jeunes Africains qui se lancent présentement en politique, et les encadrer, leur montrer le bon chemin, tel que le chemin qu'il a pris. Donc, une fois de plus, chapeau à vous et merci pour tout ce que vous avez fait.